En termes de productivité, il y a 30% du temps des employés qui est libéré d'ici 2030, donc accéléré par l'IA. L'idée, c'est vraiment d'allouer ce temps-là vraiment aux tâches qui apportent une énorme valeur ajoutée. C'est l'IA au service de la relation client et non pas l'inverse. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Rezlan Amou de Salesforce. Donc on est dans tes locaux aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel, des locaux magnifiques, merci de ton accueil. Alors est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et puis également rappeler qui est Salesforce ? Oui, bien sûr. Merci Manuel et merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors, je suis ingénieure solution IA. Je suis chez Salesforce depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et ma mission, depuis ma prise de fonction il y a 6 mois spécifiquement sur la partie IA, est d'accompagner les entreprises dans leur stratégie d'IA et de favoriser l'adoption de l'IA auprès de nos clients, collaborateurs, partenaires et l'écosystème Salesforce. Peut-être juste rappeler ce que c'est Salesforce pour les Voilà, j'allais te le demander. Tout à fait. Donc, Salesforce est le leader mondial du CRM, donc de la gestion de la relation client depuis 25 ans. D'accord. On est près de 80 000 employés dans le monde aujourd'hui et notre objectif est d'aider les entreprises à créer une expérience client qui soit hyper personnalisée, à avoir une vision unifiée de leurs clients, quel que soit le point d'entrée, d'interaction et le département, que ce soit dans la vente, le marketing, le service client, commerce, IT. D'accord, donc ça a un périmètre assez large. Alors, je comprends aussi avec ton rôle et la conversation qu'on va avoir que l'IA joue un rôle de plus en plus important, effectivement, dans la relation client, dans toutes ses dimensions. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de là où l'IA intervient aujourd'hui pour cette partie du business des entreprises ? Bien sûr. Alors effectivement, quand on parle d'IA et de relations clients, il y a déjà des choses à garder en tête. C'est que déjà, il y a une énorme évolution de la relation client aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'attentes des clients en termes de personnalisation, de productivité, d'efficacité opérationnelle aussi, puisqu'elles doivent d'une part rester compétitifs dans leur industrie respective et d'autre part fidéliser leurs clients. La deuxième chose, et je me permets de prendre ce recul-là aujourd'hui, c'est que l'usage qui est fait de l'IA s'est industrialisé surtout et depuis le lancement de ChatGPT. Oui. C'est là que c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, selon certaines études, plus de 50% des employés dans une entreprise utilisent des outils d'IA non approuvés. D'accord. Et on voit des JP Morgan, des Samsung, entre autres, qui interdisent l'utilisation de ces outils-là. Et la raison, elle est simple, c'est la fuite de données. Bien sûr, oui, il y a des vrais risques de perte d'informations ou de divulgation d'informations confidentielles si c'est pas utilisé comme il le faut, oui. Et exactement, puisque aujourd'hui, quand on parle de CRM ou de gestion de relations clients, on parle quand même de données sensibles. Oui. Et donc, on a d'une part des employés qui, eux, utilisent ou en tout cas ressentent le besoin d'utiliser ces outils d'IA qui sont disponibles sur le marché pour être plus créatifs, plus productifs, plus rapides. Et d'autre part, on a des employeurs qui sont beaucoup plus réticents face à l'utilisation de ces outils-là. Tout à fait. Et je me permets de rebondir, c'est vraiment ce que je constate aussi de mon côté dans les entreprises. Il y a cette envie et en même temps cette peur de faire des bêtises, d'où la nécessité évidemment d'emporter un cadre et puis de la formation. Et exactement. Et puis, si je continue sur certaines études ici de McKinsey, c'est que en termes de productivité, il y a 30% du temps des employés qui est libéré d'ici 2030, donc accéléré par l'IA. Et d'autre part, en termes de stratégie, on a 92%, pardon, je me suis trahie, 92% des entreprises qui constatent un ROI dans leur investissement d'IA. Donc, D'accord. voilà, c'est des choses à garder en tête. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a un triptyque quand on utilise l'IA en tant que personne. Je dis on, toi, moi. Ouais. Déjà, c'est l'interface utilisateur. Donc, ChatGPT, je pense que tout le monde l'a utilisé. C'est là où on va converser avec l'IA. C'est pas tant l'interface utilisateur qui est intéressant ici, mais c'est le modèle qu'il y a derrière. Donc, ChatGPT 3.5, 4, Gemini, etc. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de SLM, donc de Small Language Model, qui sont aujourd'hui entraînés sur de la donnée spécifique, industrialisée, parce que quand on est une entreprise, par exemple pharmaceutique, on n'a pas forcément besoin de ces grands modèles avec plein de data, mais on a plutôt besoin d'avoir un pool de données qui est beaucoup plus pertinent à leur entreprise. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me permets de faire le parallèle. Je sais pas si tu l'as vu, mais on a aussi chez Salesforce tout un AI Research Center où on développe des modèles aussi. Donc, on a lancé des XLAM
Donc LAM pour Large Actions Model, qui a été déployé donc par cette équipe de recherche et qui se retrouve aujourd'hui sur le podium face à des grands modèles, notamment sur la partie function calling, donc tout ce qui est planification et exécution des tâches sur base de l'intention des utilisateurs. Donc typiquement dans le flux de travail des collaborateurs. Et puis la dernière section, c'est donc les modèles ont besoin bien sûr d'être alimentés par de la donnée. Et c'est là où, en fait, ça devient intéressant pour la gestion de la relation client. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des employés d'une entreprise qui utilisent ChatGPT, ce sont des modèles qui sont entraînés par des données publiques. Donc, quand on a un consommateur ou une personne lambda, c'est pas tant un problème. Par contre, ça le devient un peu plus quand on est une entreprise. Et c'est là où on commence à parler d'IA d'entreprise. Et là, on a aussi pas mal fait de choses à ce niveau-là. D'accord. Donc, ce que je vois, c'est que Salesforce s'est emparé vraiment également de la puissance de la technologie des modèles génératifs et les adapte finalement au cœur du métier de l'entreprise, qui est la relation client. C'est aussi intéressant pour nos auditeurs parce que ça montre aussi que l'offre de modèles d'IA générative, elle est de plus en plus large et que donc il y a pas vraiment un monopole qui est en train de s'installer et chacun peut trouver aussi chaussure à son pied en fonction du besoin qu'il peut avoir. Tout à fait. Et puis, c'est important de le rappeler aujourd'hui, c'est que chez Salesforce, on fait de l'IA depuis 2014. Donc, on a ce qu'on appelle Einstein, en toute simplicité. Donc, on a commencé avec de l'IA prédictive. On a été pionnier dans ce domaine-là sur la partie relation client. Et aujourd'hui, on fait 2 types d'IA chez Salesforce. En tout cas, quand on parle d'IA générative. Donc, il y a 2 types. Il y a de l'IA embarquée, donc qui est dans le flux de travail des employés, et puis il y aura de l'IA conversationnelle avec de l'Einstein Copilot. Et l'IA générative aujourd'hui, on arrive à le faire avec l'Einstein One Platform. Donc juste pour expliquer ce que c'est, notre positionnement est depuis le début d'ailleurs, est de fournir une plateforme qui se veut être intégrée, automatisée et extensible, ouverte, et bien sûr le tout en no-code. Donc on est connu pour ça. D'accord. Pour permettre finalement à des non-informaticiens, entre guillemets, de pouvoir programmer par eux-mêmes les séquences dont ils ont besoin. Exactement. Mais quand je parle de no-code, pour donner un exemple, de no-code, low-code, aujourd'hui, les entreprises peuvent créer leur IA d'entreprise en clic no-code, comme Einstein Copilot, par exemple, donc IA conversationnelle, des prompts aussi. Et bien sûr, tout ceci repose sur notre couche de confiance, la Einstein Trust Layer. Je parlais de data tout à l'heure, de données sensibles. Aujourd'hui, la confiance n'exclut pas le contrôle et ça reste au cœur de tout ce que l'on fait pour garantir que les données de nos clients ne soient pas compromises. On a d'ailleurs des accords contractuels aujourd'hui avec des fournisseurs de LLM comme des OpenAI qui garantissent que ces modèles-là ne soient pas entraînés sur les données de nos clients. D'accord, oui, je pense que c'est effectivement indispensable. Merci pour ces premiers éléments. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Islaine, est-ce que tu peux nous donner des cas d'usage très précis et très concrets de l'utilisation de l'IA dans les métiers de la relation client ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une super question. Déjà, quand on parle d'IA et de gestion de relation client, aujourd'hui, l'IA est au service de la relation client et pas l'inverse. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir l'IA dans le flux de travail des collaborateurs. Et l'IA est en réalité une transformation métier. Donc, si tu veux, on peut le voir avec 70% business, 20% data et 10% d'IA. Donc, 70% de business, parce qu'il faut aujourd'hui capitaliser sur l'adoption et l'usage qui est fait par les collaborateurs, par les agents, sous la plateforme Salesforce. Oui. Et on sait que si on l'impose, ça marche pas. Il faut que les gens y voient un intérêt et qu'ils l'utilisent par eux-mêmes. Bien sûr, et dans les deux sens, parce que je te parle d'adoption et d'usage. L'adoption, c'est un vrai sujet aussi. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais il y a différentes choses. Il faut prendre en considération la charge cognitive des agents et d'autre part, l'impact business. Quand on a une charge cognitive qui est élevée, donc des tâches qui sont complexes, c'est là qu'on va venir augmenter les agents avec de l'IA. Quand on a... Peut-être tu peux nous donner un exemple. Par exemple, j'imagine le commercial de terrain, il fait 15 rendez-vous dans la journée, il doit faire ses notes, etc. Typiquement. En quoi l'IA peut l'aider dans ce cas-là ? Tout à fait. Alors, pour te donner un exemple concret, effectivement, quand on a un agent commercial, on pourrait très bien avoir un résumé des appels avec des actions à prendre pour sa prochaine réunion. Donc, il se prépare. Donc, ça peut être dans le parcours de l'interaction client, en amont de sa réunion, avoir l'IA générative qui lui résume toutes les interactions qu'il y a eu avec ce client en particulier, aussi lui résumer le compte et lui donner vraiment une vue d'ensemble très rapide et même préstructurée avec les informations dont il a besoin pour préparer sa réunion. Par exemple, un autre exemple dans un autre département, sur un site internet, tout ce qui est la rédaction de fiches de produits
Eh bien là, l'IA générative peut aussi aider en générant le bon descriptif, la bonne image pour les produits qui se trouvent sur le site. Et dans toutes les langues nécessaires, avec un niveau de confiance. Du Exactement. coup, je comprends tout à fait ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la charge mentale et à la complexité des tâches. C'est-à-dire que c'est des tâches qui sont souvent jugées un peu rébarbatives par les équipes. Exactement. Et du coup, qui leur permettent de se concentrer sur ce qu'ils savent vraiment faire, réfléchir à la stratégie commerciale, réfléchir à quels sont les produits qui vont aller référencer, etc., plus que faire ce travail de petite main, en fait. C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de automatiser, disons, 80% des tâches qui sont répétitives, à faible valeur ajoutée, et allouer les 20% de ce que les agences savent faire de mieux, et allouer ce temps-là vraiment aux tâches qui apportent une énorme valeur ajoutée. Et du coup, par rapport à ça, j'imagine que les entreprises qui adoptent ce type de technologie, elles font pas de l'IA pour faire de l'IA, c'est-à-dire qu'elles ont probablement aussi des objectifs business et des enjeux. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu ta vision là-dessus? Ouais, c'est marrant. Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'IA générative, il faut d'abord se poser la question, quel est l'objectif? Encore une fois, je disais, c'est l'IA au service de la relation client et non pas l'inverse. Ouais. Et c'est drôle parce que on va avoir parfois des clients qui viennent et qui nous disent « Ah ben moi, je vais faire de l'IA générative ». Ok, d'accord, mais pourquoi faire? Parce que c'est à la mode. C'est parce que c'est peut-être à la mode, mais en attendant, ça va pas. Il y aura un effet déceptif par la suite si on les aide pas et on leur ajoute juste un outil supplémentaire. Et donc c'est là où en fait nous on a le devoir aussi de les accompagner, de les conseiller au mieux dans leur projet d'IA. Et il y a 3 volets à prendre en considération. Le premier, c'est le volet people. Donc, est-ce que l'entreprise est déjà ouverte au changement? Quelle est la stratégie de gestion de changement qui est mise en place dans l'adoption de l'IA? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont compétentes en interne? Deuxième volet, le process. Ouais. Est-ce que vous avez identifié les objectifs stratégiques qui justifient l'investissement qui va être mis dans ces outils-là d'IA? Et puis, bien sûr, dernier volet, la technologie. Avez-vous un cadre de gouvernance, gouvernance data? Est-ce que vous avez la bonne infrastructure et tout ça? En parlant d'infrastructure, et je te le disais tout à l'heure, Manuel, c'est qu'on a une plateforme qui est no-code, low-code et ouverte. Oui. Quand je parle de plateforme ouverte, c'est-à-dire que Salesforce est agnostique technologiquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a bien sûr nos propres modèles, comme je te disais, des modèles qui d'ailleurs aujourd'hui battent les gros modèles parce qu'ils sont plus petits et plus rapides. D'accord. Mais on permet en fait à nos clients de capitaliser sur l'existant. Donc, si ils ont leur propre modèle, donc des modèles prédictifs, ils peuvent l'appeler sur notre plateforme et l'utiliser pour en faire... Donc, je m'appelle l'entreprise Toto, j'ai mon modèle Toto GPT comme tout le monde, et donc, du coup, je peux appeler mon Toto GPT au sein de Salesforce pour pouvoir alimenter mes différentes actions. Exactement, parce que notre stratégie, en fait, c'est de se concentrer sur notre cœur de métier, qui est le CRM, mais nous allier aussi avec des partenaires technologiques pour étendre les capacités technologiques de notre plateforme et, comme je te disais, permettre à nos clients d'apporter tout l'investissement qu'ils ont déjà fait. Je te parlais aussi de data tout à l'heure. On a tout un socle de données et ça, c'est un rôle crucial aussi dans l'utilisation et l'IA. Parce que aujourd'hui, il est important de pouvoir ingérer la donnée qu'elle se trouve dans des systèmes externes ou dans Salesforce pour pouvoir activer en fait la donnée. C'est pas tout d'avoir de la donnée, c'est pouvoir en faire quelque chose. Écoute, merci pour ces éléments effectivement très importants sur cette partie infrastructure et ouverture du modèle. Et ça nous amène du coup à notre deuxième question. Vous avez un message. Bonjour Islaine, est-ce que tu aurais des exemples d'évolution de métier dans le domaine de la relation client depuis l'adoption de l'intelligence artificielle? Bien sûr, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, et encore une fois, l'IA, ça va être une transformation métier, avant tout pour pouvoir aider et les agents et l'entreprise à faire plus de croissance. Pourquoi? Parce que quand on permet aux collaborateurs, aux utilisateurs ou agents, typiquement, si je te prends un exemple concret du service client, un agent du service client, sans ces outils aujourd'hui, par exemple, il va pas forcément, ou il va prendre en tout cas beaucoup plus de temps à analyser quelle est la fiche client, quel est son historique d'achat, quel est le résumé potentiel des requêtes qui ont déjà été ouvertes. Et en même temps, tu vas avoir des outils d'IA, par exemple, de résumer une interaction,
potentiellement aussi permettre à l'agent d'avoir des poussées, des suggestions de réponses intelligentes sur base du contexte quand on échange avec un client sur un chatbot, sur du WhatsApp par exemple, pour pouvoir lui permettre de dégager du temps sur des tâches qui sont redondantes ou à très faible valeur ajoutée, et de prendre le temps et d'allouer ce temps-là à justement apporter une expérience qui est hyper personnalisée à ses clients. D'accord. Ouais, donc il y a un vrai changement de la masse en fait des tâches un De peu paradigme. Mais comment les entreprises elles peuvent accompagner finalement le déploiement de ces solutions pour s'assurer que les agents ils s'y retrouvent aussi par rapport aux habitudes qu'ils pouvaient avoir avant, et puis aussi on sait que l'IA, quelle que soit sa performance, elle peut toujours commettre des erreurs, donc ils gardent toujours le niveau de vigilance professionnelle, j'ai envie de dire. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas un risque qu'ils fassent une confiance aveugle à la machine à un moment donné? Ouais, c'est une très bonne question. Donc déjà, bien sûr, il faut encore une fois partir sur quel est l'usage qui est fait aujourd'hui de la plateforme par ces collaborateurs-là. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre et d'amener en fait l'IA dans leur flux de travail. Ouais. Et pas leur rajouter une charge, au contraire. D'accord. Et cette partie justement, et qui est très pertinente, c'est quid en fait, est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA et à tout ce qu'elle nous propose? Non. On sait très bien que on a aujourd'hui des hallucinations, etc. Et c'est là où en fait, nous, on a cette couche de confiance, où on a en fait tout un procédé avec des équipes aussi produits qui travaillent avec des équipes éthiques. Oui, d'accord. Pour pouvoir permettre d'avoir donc une IA, ou en tout cas une réponse qui soit contextualisée et bonne à être utilisée. Je m'explique. On a la requête qui a été utilisée par l'agent du service client. Il pose une question où il dit résume-moi ce compte-là. Donc ce compte a aujourd'hui des données sensibles, etc. Ces données-là vont être masquées avant d'être envoyé dans le modèle. Qui plus est, je le rappelle, on a aujourd'hui ces mesures de protection de sécurité pour pouvoir garantir à nos clients que leurs données et que ces modèles ne seront pas entraînés sur ces données clients. Et une fois que le modèle nous retourne la réponse, c'est là on va démasquer le prompt, on va dire, et une fois que c'est fait, on va justement avoir un taux de toxicité, donc voir si il y a des hallucinations, il y a des biais, etc. Et on va aussi avoir une deuxième couche de protection qui est aussi un audit. Et ça, c'est important, on a toujours l'humain dans la boucle. Oui. Donc, on ne laisse pas l'IA interagir directement avec les clients, on va toujours avoir l'accord et le feedback de l'agent. Eh bien, je te propose qu'on en reste sur ce dernier point qui est effectivement très important, et je te remercie de l'avoir mis en exergue, de l'importance d'avoir l'humain dans la boucle pour la responsabilité de son propre métier par rapport aux données qu'il utilise et la façon dont il les utilise. Merci encore Rezlan Hamoud de nous avoir reçus aujourd'hui chez Salesforce. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aller consulter notre site internet www.iahdf.org. Merci pour votre écoute et à bientôt.